Imaginez un instant que nous reproduisons exactement les mêmes étapes qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a presque 5 ans. Maintenant, imaginez en plus que, tandis que les observateurs de la guerre vont de l'inquiétude à la panique totale à propos de la situation, tous les grands médias étouffent l'affaire. La mort de Dolly Parton, la guerre commerciale croissante avec le Canada, les épreuves et tribulations d'un certain breakdancer australien. Et peu importe ce que c'est, cette histoire de soulevé de terre, ce à quoi je fais référence, c'est le voyage du directeur de la CIA, James Ratcliffe, à Moscou mardi, un court déplacement d'environ 8 heures seulement. Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Radcliffe aurait pu faire ce voyage. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur la principale préoccupation, que les États-Unis ont découvert un complot du Kremlin visant à lancer une nouvelle opération contre un allié de l'OTAN, et qu'il était là pour avertir le Kremlin de ne pas le faire. C'est sur cela que nous allons nous concentrer, car cela aurait les plus grandes répercussions sur les affaires internationales, et une grande partie des éléments entourant ce voyage suggèrent que c'est la bonne interprétation. Nous ne devrions pas écarter les autres possibilités de cette liste, ou du moins pas la plupart d'entre elles. Mais il y a certains aspects déroutants et inexpliqués du voyage, si l'une de ces explications était la véritable explication. Cela étant dit, discutons de ce que nous savons sur le voyage jusqu'à présent. Dimanche soir, un avion de transport militaire C-17 et un avion exécutif C-40B ont quitté Joint Base Andrews. Radcliffe était probablement à bord du C-40B pour son confort personnel. Les avions ont atterri à Riga, en Lettonie, lundi matin, et, notez-le pour plus tard, sont restés là toute la journée. Puis, mardi matin, le C-17, le plus sécurisé des deux, est parti pour Moscou. Il est resté là-bas pendant environ 8 heures avant de retourner à Riga, où, vraisemblablement, Radcliffe est remonté à bord du C-40B avant de rentrer chez lui. La raison pour laquelle ce voyage a suscité autant d'inquiétude au sein des milieux de la sécurité, c'est qu'il rappelle un voyage effectué par le directeur de la CIA de l'époque, et fort bien nommé William Burns, a effectué en novembre 2021. Pour planter le décor, des analystes avaient publiquement observé la Russie rassembler des troupes près de la frontière ukrainienne un mois auparavant. Cependant, il n'y avait pas encore d'inquiétude publique immédiate. La Russie avait procédé à une mobilisation similaire au printemps précédent, qui n'avait finalement abouti à rien. En revanche, les services de renseignement américains avaient détecté des signaux indiquant que le Kremlin prévoyait d'aller plus loin cette fois-ci. Burns s'est rendu à Moscou avec une mission simple mais cruciale: avertir les responsables russes que les États-Unis savaient exactement ce que le Kremlin avait prévu, que les États-Unis révéleraient à chaque étape ce que préparait le Kremlin, et qu'ils devraient arrêter avant de faire quelque chose de stupide. Les responsables russes ont fait semblant de ne pas avoir la moindre idée de ce dont ils parlaient. Et il est possible que certains d'entre eux étaient réellement dans l'ignorance, parce que Poutine les avait tenus à l'écart. Quoi qu'il en soit, la Russie a continué à s'engager sur la voie interdite. Les États-Unis ont effectivement annoncé chaque étape de ce qui allait se passer au cours des 3 mois suivants. L'Europe a minimisé la menace, mais les renseignements américains se sont révélés exacts le 24 février 2022, avec le début de l'invasion. Revenons à la situation actuelle. Le mois dernier a été marqué par de nombreuses discussions dans les services de renseignement concernant une possible opération russe contre la Pologne ou les pays baltes. Les possibilités ici sont très variées. Une incursion de petite envergure dans un endroit comme Narva, des avions russes franchissant accidentellement l'espace aérien allié, ou encore des drones destinés à l'Ukraine qui s'égarent par hasard. Il y a même la possibilité d'utiliser des drones ukrainiens récupérés pour frapper des infrastructures baltes ou polonaises, comme pour donner l'impression que l'Ukraine frappait délibérément l'OTAN, pour certaines raisons. Mais pourquoi la Russie voudrait-elle provoquer l'OTAN alors que le Kremlin a déjà du mal à gérer ce qui se passe en Ukraine? C'est une objection courante. Et la raison, c'est que le Kremlin aimerait vraiment mobiliser plus de troupes pour combattre en Ukraine, mais c'est une position politiquement impopulaire en ce moment. Donc le plan pour l'instant semble être: première phase, provoquer l'OTAN. Deuxième phase, rallier le soutien populaire russe en faveur de mesures de sécurité renforcées. Troisième phase, en tirer profit ou canaliser cette énergie vers l'Ukraine, parce qu'affronter directement l'OTAN serait en réalité une idée absurde. Évidemment, le Kremlin devrait faire preuve de finesse pour présenter cet argument politique à son public national. Mais étant donné toutes les opérations irrégulières dans lesquelles la Russie s'est déjà engagée, cela semble être quelque chose que le Kremlin souhaite tenter. En effet, depuis plus d'un mois maintenant, l'Ukraine avertit publiquement que le Kremlin prévoit une nouvelle mobilisation, probablement à une date fixée après les élections régionales de septembre. Il y avait de nombreuses raisons d'être prudent face à ces avertissements ukrainiens.
L'Ukraine a déjà fait des déclarations similaires par le passé, et certains ont intérêt à déformer la véritable position du Kremlin. Mais la combinaison de ces rapports de renseignements divulgués et de certaines mesures observables, bien que encore préliminaires, que la Russie a prises pour gérer un effectif militaire plus important, a ravivé les inquiétudes que quelque chose est peut-être réellement en train de se produire. Et cela nous amène à mardi. Si vous êtes aussi préoccupé par la situation sécuritaire mentionnée que certains membres de la communauté du renseignement, alors l'explication la plus probable du voyage de Radcliffe est la suivante. Les États-Unis ont relevé des signes d'une menace plus grave et ou plus précise. Radcliffe a demandé une rencontre avec le Kremlin à très court préavis. Il s'est rendu sur place, a présenté les renseignements que les États-Unis et leurs partenaires du flanc Est avaient recueillis, leur a donné le même avertissement que celui que Burns leur avait adressé il y a 5 ans, puis il est reparti. Rappelez-vous, le but de l'article 5 est de ne jamais avoir à invoquer l'article 5. C'est encore plus vrai pour l'administration Trump, qui préférerait ne pas s'enliser dans la politique européenne, mais qui sera coincé là-bas pendant des mois si cela va plus loin. C'est bien mieux pour tout le monde dans la coalition occidentale. Les États-Unis, les États baltes, la Pologne, les 27 autres alliés de l'OTAN et l'Ukraine, si ce plan ne voit jamais le jour. Maintenant, il y a 2 éléments observables du voyage qui donnent du crédit à cette théorie. Premièrement, Radcliffe était la figure centrale impliquée. À ce stade, il n'est pas inhabituel que des responsables de l'administration Trump se rendent à Moscou. Mais Witkoff, Kushner et compagnie le font en tant que diplomates. Radcliffe n'est pas un diplomate, c'est un chef des services de renseignement. Et même si les chefs des services de renseignement s'engagent parfois dans des activités proches de la diplomatie, il y a généralement un aspect lié au renseignement. De plus, Radcliffe fait partie des plus grands faucons anti-Russie au sein de l'administration Trump. Après la crise dans le bureau ovale, Radcliffe a convaincu Trump que les États-Unis devaient rétablir le partage de renseignements avec l'Ukraine. Les informations, en particulier sur l'emplacement des défenses aériennes russes, ont été cruciales pour la campagne ukrainienne contre les raffineries. De même, Radcliffe n'est pas la personne typique que Trump ou qui que ce soit d'autre enverrait à Moscou pour tenter d'obtenir une percée diplomatique. Le deuxième point est subtil mais plus préoccupant. Rappelez-vous que Radcliffe a passé la journée en Lettonie. Eh bien, je doute qu'il y soit allé pour faire du tourisme. En fait, l'explication évidente, c'est qu'il s'y est rendu pour informer la Lettonie du rapport de renseignement. Cela pourrait laisser penser que la Lettonie est la cible probable. Cependant, je recommanderais la prudence à ce sujet. Je n'ai pas pu trouver d'informations sur l'emplacement des homologues de Radcliffe, d'Estonie, de Lituanie ou de Pologne lundi. Il est possible qu'ils se soient tous discrètement réunis à Riga pour coordonner leurs réponses à un problème plus vaste. Et c'est, plus ou moins, là où en sont les choses ici. Nous pourrions avoir d'autres fuites concernant la réunion dans les prochains jours, ou, si la Russie poursuit la mise en œuvre de quel qu'ait été le plan, nous commencerons à recevoir des briefings publics destinés à dévoiler le complot. C'est le genre de choses sur laquelle nous pourrions revenir dans 3 mois comme étant un événement crucial dans l'histoire du monde. Ou bien tout le monde l'aura oublié dans 3 mois parce que l'avertissement aura rempli son rôle, et ce sera un événement crucial dans l'histoire du monde, même si personne ne le reconnaît comme tel. Pour être complet, nous devrions passer un peu de temps à examiner d'autres théories sur le but du voyage, et voir quelles questions elles laissent sans réponse, compte tenu de ce que nous savons. Tout d'abord, peut-être que Radcliffe était là pour donner un briefing en personne à Poutine sur la réalité de la guerre sur le terrain en Ukraine. Cela prend pour argent comptant ce que Poutine dit publiquement à propos de la guerre, à savoir qu'il croit que la Russie a beaucoup plus de succès dans le déplacement de la ligne de front que ce qui est réellement le cas. Donc Radcliffe était là dans le cadre d'une intervention de la CIA pour essayer de convaincre Poutine que ses généraux sont à nouveau déconnectés de la réalité, et qu'ils répètent la même erreur qu'en février 2022. Je pense que celle-ci est plausible, mais je n'adhère pas facilement à l'idée que Poutine soit aussi naïf. Oui, il y avait clairement un manque d'informations au début de l'invasion. Le Kremlin a corrigé cela en quelques mois, cependant, donc il aurait fallu qu'il y ait une sorte de retour en arrière entre-temps pour que cela ait du sens. Je vais ajouter 2 choses ici. Premièrement, nous ne savons même pas si Radcliffe a rencontré Poutine lors de ce voyage. Il est plus probable que la majeure partie de son temps ait été passée avec son homologue, Sergueï Narishkin, que vous vous rappellerez comme l'homme qui a accidentellement révélé le complot du Kremlin sur le Donbass à la veille de l'invasion. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié que Poutine ait rencontré Radcliffe, tout en évitant maladroitement de confirmer ou d'infirmer que Radcliffe ait fait le voyage. Poutine était soi-disant à Moscou mardi, avec ici des photos d'une réunion avec un gouverneur d'Oblast du Sud. Mais le site du Kremlin est connu pour mentir délibérément sur les véritables horaires des réunions de Poutine, donc je n'y accorderai pas trop d'importance. Et deuxièmement,
Poutine a déjà semblé peu enthousiaste lors de réunions similaires auparavant. Lorsque Burns s'est rendu à Moscou, il a dû appeler Poutine. Le dirigeant était à Sochi et ne voulait pas se donner la peine de faire le déplacement jusqu'à sa propre capitale. Mais c'était aussi pendant la pandémie, et Sochi faisait partie de la stratégie d'atténuation de Poutine, donc il est difficile d'évaluer la pertinence de cela aujourd'hui. Théorie suivante. Il s'agissait d'un donnant-donnant impliquant l'Iran. C'est en gros un secret de polichinelle que la Russie aide l'Iran dans la crise actuelle du détroit d'Ormuz. Radcliffe est donc allé à Moscou pour transmettre un message demandant d'arrêter, proposant peut-être un échange pour réduire le soutien à l'Ukraine. Cela correspondrait également au message du secrétaire au Trésor Scott Bessent sur le D-Day économique qui s'est finalement résumé à beaucoup de menaces vagues plutôt qu'à des actions concrètes immédiates. Dans tous les cas, je considérerais cela comme plausible, mais il manque quelques éléments. Radcliffe est une personne étrange à affecter à ce poste. Ce serait à peu près la dernière personne au sein de l'administration à penser qu'aider la Russie dans le dossier ukrainien serait une bonne idée. L'idée et l'aspect renseignement de tout cela sont insuffisants. Peut-être qu'il était là pour informer le Kremlin de la façon dont les États-Unis étaient au courant des relations de la Russie avec l'Iran, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Ce qui est déjà connu publiquement est largement suffisant. Deuxièmement, c'est étrange que cela se fasse en personne. En personne, cela signifie généralement qu'il y a un briefing avec des nuances, alors qu'une proposition préliminaire de donnant-donnant pourrait simplement être traitée par téléphone. Enfin, et ce sera un point récurrent désormais, pourquoi Radcliffe a-t-il passé tout ce temps en Lettonie ? Peut-être que les deux étapes n'étaient pas liées, mais il serait étrange de rencontrer un allié, puis de le trahir immédiatement après. Peut-être que le voyage à Riga était pour donner un avertissement de courtoisie, que cela allait arriver. Mais si c'est le cas, bon sang, nous aurons bientôt une fuite à ce sujet. L'hypothèse alternative numéro 3 est une obligation d'alerter. Vous vous souvenez peut-être que l'administration Biden a tenté d'avertir la Russie d'une attaque de militants juste avant qu'un homme armé ne prenne d'assaut une salle de concert en 2024. Peut-être qu'un autre avertissement se profile à l'horizon. Et Radcliffe a fait le voyage pour passer en revue les renseignements, parce que la Russie n'a pas écouté la dernière fois. Cela soulève toujours des questions concernant la Lettonie, et sur le fait qu'un simple appel téléphonique soit suffisant, étant donné que c'est à la Russie d'écouter, et non aux États-Unis d'expliquer. La quatrième option est de négocier un échange d'espions. C'est plausible, mais encore une fois, pourquoi la Lettonie ? De plus, il est normal que les chefs de la CIA soient impliqués dans les négociations d'échange d'espions, mais il est inhabituel qu'ils le fassent en personne. La cinquième option est de rouvrir les négociations, comme cela a été évoqué plus tôt. Maintenant, nous en sommes aux hypothèses simplement possibles. Mais la Lettonie ? Et pourquoi Radcliffe fait-il cela ? Il n'est toujours pas un diplomate. Il faudrait supposer un aspect lié au renseignement dans la réouverture des négociations. Voyez les précédents du Venezuela et de Cuba, où il a récemment procédé ainsi. Et ensuite, nous arrivons au numéro 6, qui est manifestement ridicule, et pourtant le sujet de tant de spéculations d'amateurs. Radcliffe était là pour collaborer avec la Russie afin de détruire le bloc de l'Alliance occidentale. Je veux dire, c'est pas évident. La mission était secrète jusqu'à ce que les vols l'exposent. Non, le fait que ce soit secret n'a rien d'inhabituel. C'est ainsi que les précédents voyages de ce type se sont déroulés, y compris celui de Burns. Mais c'est pas évident. Les États-Unis ont même dit à l'Ukraine de ne pas tirer sur Moscou pendant cette période. Non, c'est pour s'assurer que l'Ukraine ne tue pas accidentellement le chef de la CIA. Imagine seulement le chaos que cela provoquerait. De plus, les États-Unis demandent à la Russie de faire la même chose avec Kiev lorsque des diplomates américains sont en visite. En fait, Keith Kellogg est surnommé en plaisantant le saint patron de Kiev, parce que tout devenait miraculeusement calme à chaque fois qu'il venait. Mais c'est pas évident. La CIA a été de mèche avec la Russie pendant tout ce temps. Non, ce n'est pas le cas, et si tu avais écouté tout à l'heure, tu saurais que c'est tout le contraire. Écoute, je comprends que Trump ait fait beaucoup de choses contestables du point de vue de l'Europe au cours des 19 derniers mois. Et je comprends aussi que la nuance n'est pas populaire en l'an de grâce 2026. Mais je pense qu'il est important de vraiment comprendre ce que les États-Unis font et ce qu'ils ne font pas. L'une des plaintes de Donald Trump est que les États-Unis ont déployé tous ces efforts pour aider à la sécurité européenne pendant des décennies, mais que l'Europe ne rend pas l'appareil et se montre généralement ingrate à ce sujet. Mettez de côté un instant la question de savoir s'il a raison dans cette évaluation. Que signifie le fait que le sentiment dominant sur Internet à ce sujet soit que les États-Unis sont allés à Moscou pour trahir l'Europe ? Les preuves présentées pour étayer cela sont manifestement fausses, et toute personne informée sur Radcliffe saurait que les preuves disent le contraire. Et peut-être pire encore, que signifie le fait que cela va à l'encontre de l'opinion de leurs propres représentants élus,
qui sont pourtant mieux informés sur la situation. Cela alimente en fait directement le récit de Trump, selon lequel l'Europe est ingrate envers ce que font les États-Unis. Il y a une forte ironie dans le fait que la dernière chose que ce groupe voudrait faire, c'est donner raison à Trump. Mais c'est ce qui finit par arriver lorsqu'ils expriment des opinions tranchées sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Donc une dernière réflexion pour conclure ici. Au final, je ne sais pas de quoi il était question lors de la réunion à Moscou. En réalité, personne ne le sait, à part ceux qui occupent des postes élevés et qui ont été informés de la situation. Le fait est que tirer des conclusions hâtives, surtout des conclusions qui sont manifestement en contradiction avec les preuves, n'est peut-être pas la meilleure idée. Et cela vaut doublement quand le monde est sur le point de s'effondrer autour de nous. Mais lorsque l'apocalypse viendra vraiment pour nous tous, peut-être que vous serez content d'avoir l'un de ces 2 livres papier sur votre étagère. Il en existe aussi des éditions numériques, mais cela ne vous servira pas à grand-chose quand les impulsions électromagnétiques s'abattront. Consultez la description de la vidéo pour plus d'informations à leur sujet. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.